Voilà, bonjour à tous et je m'excuse pour le grand retard de réponse aux questions, mais parce que en fait les questions que vous m'avez posées, elles ont nécessité, pour moi en tout cas, que j'aille chercher certaines informations et du coup j'ai pas pu y répondre aussi vite que j'aurais voulu. Voilà. Donc je vous félicite pour les questions parce que effectivement elles m'ont donné un peu de fil à retordre. Et donc je vais essayer d'y répondre de manière plus concise que la dernière fois. Donc la première question. C'était une question de Nida qui portait sur l'absorption de CO2 dans les océans et si les océans peuvent atteindre une limite en termes de quantité d'absorption de CO2. Alors au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que les océans absorbent 25% de nos émissions de carbone, ok? Et donc l'océan joue un grand rôle en fait dans la mitigation déjà des gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère. Donc c'est un grand rôle dans le changement climatique, effectivement, l'absorption du CO2. Ensuite, en termes de processus, l'absorption de CO2, c'est-à-dire la dissolution du gaz dans l'eau, hein, parce que c'est ce processus chimique dont on parle, et ben en fait, il est beaucoup plus efficace quand l'eau est froide, donc quand les océans sont plus frais en fait, et beaucoup beaucoup moins efficace quand l'eau est chaude en fait. Tout simplement parce que ben, quand la surface de l'océan est chaude, les molécules en fait d'eau elles s'agitent rapidement. Et donc, ça fait un peu écran en fait aux gaz qui viennent de l'atmosphère. Ils ont du mal à pénétrer dans la colonne d'eau et à être dissous. Donc, plus l'océan en surface est chaud et plus c'est difficile pour le CO2 d'être dissous dans l'eau. Donc, en fait, on peut reporter ça à des échelles de temps beaucoup plus longues, par exemple pendant les périodes glaciaires où il faisait vraiment très froid, et il y avait d'autres calottes de glace sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Euh, le taux de CO2 dans l'atmosphère, il était de 180 ppm par rapport à aujourd'hui, par exemple, où on est à 420 ppm. Ok, donc c'est vraiment très important. Et maintenant, si on prend par exemple une période interglaciaire, donc c'est-à-dire à la fin d'une glaciation, quand les calottes qui se sont étendues fondent complètement, on arrive à 280 ppm. Ok, donc l'océan relâche du CO2 dans l'atmosphère. Bon, les sols aussi relâchent un peu de CO2 dans l'atmosphère parce qu'ils ne sont pas congelés. Donc voilà. Donc plus l'eau est froide en règle générale, et donc plus on arrive à absorber le CO2. Alors évidemment, dans le futur, parce que comme c'est ce qui nous intéresse en fait, si on projette un futur plus chaud, bah en fait, la communauté scientifique, elle n'est pas unanime par rapport à ce qui va se passer, parce que les océans, ça reste quand même un des composants terrestres qui est le moins facile à explorer, tout simplement à cause des variations de pression. On ne peut pas y aller facilement nous-mêmes, hein. C'est pas comme envoyer un ballon sonde dans le ciel. Les océans sont très très vastes et donc du coup c'est très compliqué de tout mesurer en même temps. Et donc on a une compréhension de l'océan qui reste quand même, elle est bonne, mais elle reste relativement partielle. En fait, toutes les couches profondes de l'océan, on les connaît peu en fait. Il n'y a pas de lumière, il y a beaucoup de pression, donc c'est compliqué même pour les instruments. Donc dans le futur, du coup, il y a deux hypothèses en fait par rapport à ça. Alors, d'abord, je vais vous expliquer cette figure, parce qu'en fait, les hypothèses elles sont liées un petit peu à cette figure. Cette figure, elle est en anglais, je suis désolée, mais je l'aime bien parce qu'elle est assez simple, en fait. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est le cycle de l'absorption du CO2 dans l'océan, hein, cette figure. Quand l'océan absorbe le CO2, donc à gauche, hein, le cycle part à gauche, dans les zones plutôt froides en fait, de la Terre, donc plutôt vers les hautes latitudes, nos latitudes, puis jusqu'au pôle, le CO2, ben, et donc, il est absorbé dans la colonne d'eau et petit à petit, en fait, il va plonger en fait, dans les couches plus profondes de l'océan. Ok. Et ensuite, dans l'océan, il y a ce qu'on va appeler une limite qui s'appelle la CCD, et en anglais, ça s'appelle le Carbon Compensation Depth. Ok, ça veut dire la limite la limite de profondeur de la compensation carbone, c'est-à-dire qu'en gros, en dessous de cette limite, le carbone il est plus stable dans les squelettes des organismes, et donc il vient dissous, il est remplacé par le silicium. Donc en fait, on n'a plus de carbonate, mais on a des silicates en fait. Voilà, donc mais bon, c'est important, plus on a de CO2 et plus cette limite, elle varie en profondeur. Évidemment, ça dépend aussi de la circulation océanique. Et ensuite, avec la circulation océanique, justement, le carbone qui est arrivé en profondeur, lui, il circule autour de la Terre et il va arriver dans des zones où ces courants profonds, ils remontent, les zones dites d'upwelling.
et ensuite il va être relâché dans l'atmosphère. Ok. Et l'upwelling, il est permis par les vents atmosphériques en surface qui balayent les eaux de surface et qui permettent aux eaux profondes de remonter. Donc en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans le futur, qu'est-ce qui se passe? Le CO2, bah, la première hypothèse dit que où le CO2 il est absorbé et il est transporté vers les couches d'eau profondes, et donc du coup, la quantité de CO2 qui va être absorbée dans le futur elle va être toujours plus grande parce que quand même, les couches profondes de l'océan, elles correspondent à un grand volume d'eau, ce qui veut dire une grande capacité d'absorption et de dissolution de ce gaz en fait. Donc, il y a une partie de la communauté qui pense que euh, si on commence à ralentir nos émissions dans le futur, l'océan, il va de toute façon continuer à absorber le carbone et peut-être toujours davantage, en fait, même si la surface des océans se réchauffe, en fait. Et la deuxième hypothèse, au contraire, une partie de la communauté scientifique qui dit que si la surface des océans, en fait, elle se réchauffe de trop, comme je vous ai expliqué avant, le CO2 va plus être absorbé et dissous dans l'eau, et donc il va y avoir un ralentissement de l'absorption du CO2 dans les prochains siècles, en fait. Et donc, ce qui conduirait à une augmentation de la température de surface, parce que si le CO2 il n'est pas dans l'océan, il est dans l'atmosphère, donc on va amplifier l'effet de serre encore plus. Ok. Donc ça, c'est un peu ce qu'on peut dire. Donc en fait, est-ce qu'il y a une limite à cette absorption? Ben voilà, la communauté scientifique est partagée parce qu'on ne connaît pas très bien les propriétés en fait des couches un peu plus profondes de l'océan par rapport à ça. Donc voilà, désolée de ne pas pouvoir y répondre avec plus de plus de détermination et de réponses plus incisives. Voilà. Ensuite, la deuxième question, elle portait sur l'impact en fait des courants océaniques sur les effets du changement climatique. Bah, donc, je vais prendre l'effet du Gulf Stream, hein, mais il y a d'autres courants comme ça dans le monde qui existent dans le Pacifique et qui ont le même effet que le Gulf Stream sur les continents. Donc, le Gulf Stream, on sait, c'est une partie d'un courant en fait, d'une espèce de boucle en fait de courant océanique qui part de l'Antarctique en fait et qui remonte au niveau petit à petit de l'équateur en surface, hein, et quand elle atteint le golfe du Mexique, en fait, se réchauffe énormément parce que là, on est proche des tropiques et de l'équateur. Et ensuite, le courant, en fait, avec les vents, il est ramené vers l'Europe, en fait, et aussi à cause de la rotation de la Terre. Donc, le courant, il est dévié vers l'Europe en surface, donc il amène toute la chaleur sur le continent européen. Et ensuite, quand il se refroidit, quand il atteint les hautes latitudes vers la Norvège, eh ben, il replonge parce que sa densité augmente, parce que la température chute. Et donc, il replonge en profondeur et il repart pour un tour. OK? Donc, évidemment, le Gulf Stream, comme je l'ai dit, il est responsable du maintien des températures assez douces en hiver sur l'Europe, en fait, hein, à cause de cet effet de la rotation terrestre et du réchauffement des eaux à l'équateur. Donc, on peut bien penser que s'il n'y a plus jamais, il y a plus ce courant, par exemple, si le courant se ralentit, ouais, bah, forcément, il va y avoir un impact sur les températures en hiver sur l'Europe. Nous, ce qu'on a noté dans les observations, c'est qu'il y a un ralentissement de 4% de sa vitesse, de son efficacité de transport de chaleur sur les 40 dernières années. Donc ça peut paraître peu, mais en fait, finalement, c'est un processus, on sait bien, qui va s'amplifier si le réchauffement climatique continue. Et donc, quelles sont les conséquences? Donc, quand on a des modifications des courants océaniques, en général, ça perturbe la circulation atmosphérique au-dessus, simplement parce que si, par exemple, au lieu d'avoir une zone chaude, on a une zone froide, il ne va pas y avoir la même quantité d'évaporation. Et l'océan va plus réchauffer l'atmosphère, il va plutôt la refroidir. Donc, l'atmosphère, elle va se contracter et elle va avoir une capacité à contenir de la vapeur d'eau qui sera moindre, en fait, que si elle était plus chaude. Et donc tout ça, ça va créer des déséquilibres en fait au niveau des régions qui vont être compensés par les vents. Parce que je ne sais plus si je voulais expliquer ça, mais en fait, plus l'atmosphère elle contient de vapeur d'eau, plus son poids est important et donc plus la pression en surface est importante. Donc, les variations de pression, en règle générale en surface, ils sont vraiment déterminés par la quantité de vapeur d'eau qu'il y a dans toute la colonne d'air de l'atmosphère. Et quand il y a vraiment des déséquilibres, donc une région qui en contient plus et l'autre qui en contient moins, en fait, ce sont les vents. En fait, ça crée des courants en fait pour rééquilibrer en fait ces anomalies. Ça crée des courants d'air. Donc les vents, en fait, c'est eux en fait qui rétablissent en fait la pression et qui essayent de lisser un peu cette différence qu'il peut y avoir d'une région à l'autre. Donc si on change la vitesse du courant du Gulf Stream, les eaux elles vont être plus froides autour de l'Europe, donc ben, forcément on va impacter sur la pression atmosphérique et donc sur la circulation atmosphérique. Ok.
Et ce qu'on sait, ce qu'on voit dans les modèles en fait de climat du futur, c'est que ça va permettre des incursions d'air froid qui descendent de l'Arctique sur l'Europe. Là, maintenant, ça fait quelques années qu'on les voit, non? Ces fluctuations du jet stream comme ça en ondulation. Bon, parfois, les représentations graphiques, elles sont un petit peu exagérées, mais en gros, l'idée, c'est un peu ça, en fait. Si on ralentit un peu le Gulf Stream, ça va laisser plus d'espace à l'air froid de l'Arctique plutôt que l'air chaud qui monte des tropiques avec le Gulf Stream, ok? Donc, ça, on le voit déjà au niveau météo, quand vous entendez très certainement parler souvent de l'anticyclone des Açores. Et en fait, il est en compétition avec la dépression de l'Islande, en fait. Et la dépression de l'Islande, ça représente un peu une porte sur l'Arctique, et les Açores, ça représente plutôt une porte sur les tropiques. Donc en fait, ces deux perturbations atmosphériques, en fait, elles sont en compétition. Et quand l'anticyclone des Açores, il se renforce, en fait, il repousse la dépression de l'Islande vers l'Arctique, donc on repousse l'air froid vers l'Arctique. Si l'anticyclone des Açores, il s'affaiblit, par exemple, eh ben, on a une descente d'air froid de l'Arctique parce que la dépression de l'Islande, elle prend plus de place dans l'Atlantique Nord. Ok. Donc, si on change, par exemple, cet équilibre, eh ben, on va forcément changer ce qui va nous arriver au niveau météo et à plus long terme, climat. Parce que je rappelle que le climat, on le détermine sur 30 ans de moyenne météorologique. Donc voilà, donc j'espère que ça a répondu. Disons que la deuxième partie de la question, c'est comment est-ce que ça influence la précision des modèles climatiques? Non, en fait, la question, elle serait plus à poser dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce que les modèles climatiques arrivent à capturer le ralentissement que l'on note sur les observations? Voilà. Ça, c'est une très très bonne question. Tous les modèles ne sont pas capables de capturer ce ralentissement, en fait. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait quand on fait de la modélisation physique et mathématique de l'écoulement de l'eau, donc de la circulation de l'océan ou de l'air, euh, euh, on essaye de coller le plus possible aux observations, c'est-à-dire on essaye d'améliorer la physique des équations qui sont dans les modèles pour pouvoir avoir une reproduction qui est toujours plus fidèle par rapport à la nature. Mais un modèle, ça reste une somme d'équations que l'on met ensemble et qui vont reproduire des espèces de rétroactions entre l'air, l'eau, la terre. Et un modèle ne fait que ce qu'on lui met à l'intérieur, en fait. Il n'est pas capable d'élaborer tout seul, en fait. C'est un peu comme si on parlait d'intelligence artificielle aujourd'hui. Pour le moment, l'intelligence artificielle, elle n'est pas capable d'élaborer par elle-même si à la base, on ne lui donne pas les informations. Voilà. Donc un modèle de climat, ça fonctionne de la même façon. Si on ne lui donne pas les équations à résoudre, il ne les invente pas tout seul. Voilà. Donc de ce point de vue-là, quand on voit une différence entre les observations et les modèles, eh ben on essaye de les améliorer. On n'y arrive pas forcément toujours. Euh, voilà. Et donc, effectivement, ça impacte un petit peu les projections du futur. Ceci dit, quand on étudie le processus, parce qu'il y a plusieurs manières de faire de la modélisation, on peut faire la modélisation réelle, en fait, c'est-à-dire on essaye de reproduire ce qui se passe aujourd'hui et ce qui peut se passer dans le futur, mais on peut aussi tester la physique et les processus, c'est-à-dire qu'on fait des expériences. On rajoute 10 degrés, on enlève 10 degrés, voilà, même si c'est pas réel, mais au moins ça nous permet de voir dans quelle direction les processus ils évoluent. Et c'est pour ça qu'on est capable de dire, si jamais le Gulf Stream est ralenti trop, ça va vraiment favoriser les descentes d'air froid de l'Arctique. Donc voilà. Donc oui, il y a des imprécisions dans les modèles. Euh, mais les modèles nous aident à comprendre les interactions entre l'océan, l'atmosphère et les continents quand on s'amuse comme ça à faire des expériences. Question 3. Là, c'est sur l'adaptation des espèces marines, la faune et la flore, hein, au réchauffement de l'océan. Alors, la réponse à cette question, c'est oui, les espèces s'adaptent et il y en a qui ne s'adaptent pas, évidemment, donc elles vont mourir, elles vont disparaître. Ce qu'on observe au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est ce qu'on appelle la tropicalisation des océans, c'est-à-dire comme les océans se réchauffent un peu partout, et ben, les espèces qui sont aux tropiques, qui vivent aux tropiques, ben, elles commencent à avoir des zones de tolérance sur les latitudes, hein, des bandes de tolérance de température des eaux qui s'élargissent, puisque les tropiques ils deviennent plus chauds, mais bon, aussi les moyennes latitudes, etc. Donc, ces espèces, elles vont trouver dans les latitudes un peu plus hautes que les tropiques des conditions qui leur sont favorables. Et donc, elles vont s'étendre, en fait, elles vont se propager. Et en fait, là, on note, en fait, par exemple, dans la Méditerranée, une augmentation de cette propagation, d'une part à cause du commerce hein, par bateau, parce que les bateaux, ils ont introduit plein d'espèces invasives dans la Méditerranée qui viennent des zones tropicales, par exemple quand ils passent par le détroit de Suez ou quand ils passent par Gibraltar en arrivant de l'Afrique.
Mais jusqu'à un certain temps, jusqu'à oui, un certain temps au cours du XXe siècle, les espèces, elles n'étaient pas capables de survivre dans la Méditerranée parce que c'était trop froid pour elles, en fait. Et maintenant, la Méditerranée, ça fait au moins 6-7 ans qu'il y a des vagues de chaleur continue. On arrive à 30 degrés d'été, ce qui est impossible normalement, et c'est des chaleurs vraiment tropicales. Et là, maintenant, on constate que ces espèces qui avant étaient incapables de survivre dans la Méditerranée tropicale, hein, bah maintenant, elles sont capables de survivre, de se reproduire et du coup, aux dépens des espèces locales, parce qu'évidemment, il faut bien penser que les plantes, comme les animaux, en fait, doivent se nourrir, en fait. Et donc, bah, la quantité de nourriture disponible, elle reste plus ou moins toujours la même. Donc, en fait, si deux espèces combattent et se nourrissent sur le même, disons, le même, la même tranche nutritionnelle, ben, du coup, ça va, et l'espèce la plus forte qui va dominer et aux dépens de l'autre qui va s'éteindre, en fait. Donc, ben, il y a plusieurs aspects. Donc, il y a l'adaptation en elle-même des espèces. Il y en a certaines qui vont être capables de s'adapter à des chaleurs un peu plus importantes jusqu'à une certaine limite, hein. Moi, je pense aux espèces polaires, par exemple. Les espèces polaires, elles vont pas survivre quand il y aura plus de glace, par exemple. Ça va être compliqué pour elles. Et, euh, et par contre, dans les tropiques, il y a des espèces qui vont pouvoir se propager un peu plus vers le nord, dans l'hémisphère nord, ou un peu plus vers le sud, dans l'hémisphère sud, euh, simplement parce que l'eau va devenir plus chaude et donc elles vont pouvoir s'adapter dans des régions où elles étaient jusque-là absentes. Voilà. Oui, il va y avoir forcément une compétition entre les espèces, mais bon, voilà, ça, on constate un petit peu. Donc cette figure, en fait, elle montre un petit peu ce qui se passe. Donc, par exemple, quand il y a des flèches rouges, c'est les opérations qui ont montré l'augmentation de la présence des espèces tropicales, en fait. Et quand il y a des flèches bleues, c'est la réduction des espèces plutôt locales, tempérées, en fait, quoi. Voilà. Ensuite, la question 4. Alors, quels sont les impacts de l'acidité de l'eau sur l'environnement, le climat? Et comment est-ce qu'on peut la calculer et la réduire? Alors, ben, je commence par la fin directement, hein. Réduire l'acidification, ben, c'est facile, il faut juste réduire les émissions de carbone. C'est un peu ce qu'on expliquait au tout début sur la capacité de l'océan à absorber en fait le CO2. Donc, pour réduire l'acidité de l'océan, il faut réduire le taux de CO2 dans l'atmosphère. Voilà, tout simplement. Alors, quels sont les impacts de l'acidité de l'eau sur l'environnement et le climat? Alors, j'ai trouvé cette petite BD, je la trouve sympa. Je trouve elle explique assez bien. Donc, nous, on émet beaucoup de CO2. Le CO2 atmosphérique est dissous dans les eaux océaniques, hein, comme on expliquait au tout début de cette vidéo. Et en fait, la réaction avec les ions de l'eau, etc., fait qu'ils vont se décomposer en hydrogène et en bicarbonate, en fait. Enfin, donc, ça va produire de l'acide carbonique, mais l'acide carbonique, ensuite, il va se détériorer et il va se décomposer en hydrogène et en bicarbonate. Et c'est le bicarbonate, en fait, qui va être nocif au squelette des coraux, des espèces qui ont un squelette de carbonate, en fait, hein, qui contient du carbone. Comment on la mesure? En fait, on fait une mesure du pH donc, et de l'alcalinité totale, parce que en fait, c'est ce qui nous intéresse, hein. Plus il y a de CO2 et donc plus il y a d'hydrogène et plus le pH il diminue, parce que l'eau, elle devient plus acide. Ok. Et moins il y a d'hydrogène, plus l'eau devient, disons, basique. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à savoir un peu s'il y a un changement d'acidité dans l'océan. Donc, en dessous, bah, je vous ai mis l'équation chimique. Voilà, c'est plus ou moins comme ça que ça fonctionne. Les conséquences font que, bah, évidemment, les espèces qui ont plus de squelettes de carbonate, qui ont des squelettes de carbonate, elles vont pas survivre. Et bon, bah, ça fait partie de la chaîne alimentaire, donc il y a forcément des espèces qui s'en nourrissent, qui vont en pâtir. Donc soit bah, ces espèces, elles vont s'éteindre, soit elles vont migrer ailleurs pour trouver des ressources qui leur conviennent mieux, soit elles vont s'adapter et manger les ressources sur lesquelles se nourrissent d'autres espèces, en fait. Donc ça va augmenter la pression sur les différentes espèces marines. Et donc, ça va les mettre en compétition et forcément, les plus fortes vont survivre. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok, ouais, alors ça, c'est la partie sur le blanchissement des coraux. C'est aussi important de voir ça. Il y a un documentaire qui a été fait en 2017 qui s'appelle Chasing Coral, que vous pouvez maintenant trouver en streaming sur Netflix si vous arrivez à le voir. Je vous conseille de le voir. Moi, je l'ai vu bah, justement puisque les questions portaient là-dessus. J'ai un peu étudié la question, même si j'avais une petite culture de base sur ça.
Et en fait, ce documentaire, il est extrêmement bien fait parce qu'il vous explique exactement ce qu'il faut savoir sur le blanchissement du corail, en fait. Parce qu'on pense que dès que le corail il est blanc, il est mort. Et en fait, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Le corail, il est mort quand il commence à se recouvrir d'algues, parce que ça veut dire que les organismes qui composent la colonie du corail, elles ne filtrent plus l'eau, elles ne nettoient plus la colonie. Mais le blanchissement du corail, c'est simplement une réaction à la trop grande température. Et les organismes, en fait, ils perdent leur pigment, deviennent transparents sur le squelette du corail et on voit donc le squelette par transparence, en fait. Et un corail peut blanchir, mais l'année d'après, il peut aussi très bien rebrunir ou retrouver sa couleur si les températures redeviennent normales. Voilà. À partir du moment où le corail blanchit mais se recouvre d'algues, alors là, c'est perdu. Et en fait, c'est ça qu'il faut surveiller. Et ça, bah, en fait, l'acidité de l'eau, euh, elle impacte aussi là-dessus parce elle ne permet plus à des colonies de se propager, de s'élargir, en fait, de s'agrandir, si la plupart de ces squelettes sont en carbonate. Donc, il y a un double effet, en fait, du changement climatique là, aussi bien sur la température, mais aussi l'acidité. Donc, en fait, les coraux, c'est une des espèces qui sont les plus vulnérables en ce moment par rapport à ce qui est en train de se passer. Question 5, c'était sur la hausse du niveau des mers, qui est de 3 à 4 mm par an en ce moment. En fait, maintenant, on est plutôt à 4 mm par an. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait des prévisions avec des hausses de plusieurs mètres? Donc, bonne question. Donc ça, ce graphique, c'est le graphique du dernier rapport de l'IPCC qui montre les différentes projections du niveau des mers en fonction des différents scénarios d'émissions de carbone dans l'atmosphère. En sachant que le bleu, ça représente le scénario qui avait été conclu dans les accords de Paris en 2015, et la ligne en pointillé, c'est un scénario pour lequel on pense que c'est possible, mais on a encore des doutes sur la physique de certains processus dans les zones polaires qui sont responsables de la décharge de glace dans l'océan, en fait. Mais on ne peut pas complètement l'enlever, ce scénario, parce qu'il y a quand même beaucoup de données du passé qui montrent que l'amplitude du niveau des mers peut atteindre effectivement quasiment 1 mètre. Là, on parle de 80 centimètres à la fin du siècle, donc en quelques décennies. Alors, bah, tout simplement, on peut faire un petit calcul, hein, la montée des eaux, là, si on fait un calcul, ça veut dire que dans 10 ans, on a 4 centimètres, dans 100 ans, on a 40 centimètres. Donc, effectivement, on est loin du mètre, hein, on est d'accord. Et ça marche si le taux d'augmentation du niveau de la mer, il est constant dans le temps. C'est pas le cas parce que comme vous voyez sur ces courbes, ce sont des courbes, ce ne sont pas des droites, ok? Donc ça veut dire que le coefficient directeur, il est exponentiel dans ce cas-là, il n'est pas du tout linéaire. Et ça montre effectivement le fait que l'absorption de chaleur dans les océans et la fonte des glaces, en fait, ce sont des processus exponentiels. Ça veut dire que dans le temps, ça accélère. Donc le taux qu'on mesure maintenant, il est de 4 mm, mais à la fin du siècle, on prévoit qu'il soit quasiment d'1 centimètre, 1,5 cm par an. Et là, dans ce cas-là, on atteint largement 1 mètre à la fin du siècle. OK? Donc ça explique en fait pourquoi on arrive par exemple à ces amplitudes à la fin du siècle. Et pourquoi est-ce qu'on parle de plusieurs mètres? Mais tout simplement parce que ben, le, le temps ne s'arrête pas en 2100, ok? Et nous, on sait très bien que l'océan et la glace, ce sont deux composantes qui réagissent très lentement en fait au changement climatique, c'est-à-dire qu'ils absorbent la chaleur sur toute la colonne d'eau ou toute la colonne de glace et ils la relâchent aussi de manière très très lente. Leur inertie thermique est plutôt importante. Et donc, du coup, bah, ça prend beaucoup de temps, en fait, à un océan ou à une calotte de glace à réagir à des fluctuations climatiques à plus courte échelle de temps. Ok. Donc, ça veut dire que, par exemple, si on arrête d'émettre, et ça, c'est un peu la vidéo de la dernière fois, si on arrête d'émettre les émissions aujourd'hui, il y aura quand même une montée des mers parce que l'océan, il va continuer à se dilater un peu pour réagir un peu à la chaleur qui augmente, mais les glaces, surtout, elles vont continuer à fondre aussi tant qu'elles auront de la chaleur contenue qui, au niveau énergétique, leur permettra de fondre. Ok. Une fois qu'il n'y aura plus assez d'énergie pour fondre, elles vont se stabiliser. Mais en attendant, la chaleur accumulée va leur permettre de continuer à fondre pendant quelques siècles dans le futur. Donc c'est pour ça qu'en fait, ensuite, on regarde les projections pardon, sur quelques siècles maintenant. Même le rapport du GIEC, en fait, il projette le niveau de la mer en fait, sur plusieurs siècles dans le futur. Et si on regarde effectivement ces fameux scénarios qu'il y avait sur la figure précédente, là, je vous ai mis en fait les valeurs qu'on atteindrait en 2300. Vous voyez qu'on est au-dessus du mètre, en fait, hein, très largement, et même plusieurs mètres. Voilà. Et tout ça, tout simplement parce que le taux d'augmentation du niveau des mers, il n'est pas linéaire, quoi. Il est vraiment exponentiel.
Donc j'espère que j'ai répondu à la question sur pourquoi est-ce qu'on a on parle de projection sur plusieurs mètres dans le futur. Question 5, donc c'était alors, une question assez compliquée pour moi parce que je suis ni enfin, je regarde pas la chimie en fait de ces aspects-là, mais je peux vous en parler un petit peu. Donc la question c'était quels sont les procédés physico-chimiques et les outils mathématiques qui nous permettent de pouvoir reconstituer les différents climats du passé. Alors je commence par la chimie parce que pour moi c'est la partie la plus compliquée. Ceci dit, je pense que c'est quand même assez basique. Nous, en fait, ce qui nous permet de dater l'évolution du climat dans les archives géologiques ou les archives glaciaires, par exemple, donc les sédiments, les carottes de glace, ce sont les isotopes, en fait. Les isotopes, je sais pas, ça dépend en fait à quel niveau vous êtes là maintenant au lycée, mais les isotopes, vous savez, vous savez très bien que ça se décompose dans le temps et en fonction de la quantité de rayons cosmiques que ça reçoit en fait. Et donc, par exemple, si on prend le carbone 14, qui est le premier élément qui nous sert à dater les premiers 40 000 ans de l'histoire du climat, hein, les derniers 40 000 ans, au-delà, le carbone 14, il est plus efficace. Et on est obligé de changer d'éléments en fait isotopiques pour dater. Mais disons que sur les derniers 40 000 ans, on peut l'utiliser. Donc, comment ça se passe? Eh ben, tout simplement, les isotopes de carbone, en fait, les isotopes d'azote en fait, de l'atmosphère, ils sont frappés par des rayons cosmiques. Et tout ça, ça donne naissance, par réaction chimique dans l'atmosphère, à du carbone 14, à l'isotope du carbone 14. Ok. Ensuite, le carbone 14 et l'oxygène, ils se combinent en CO2, toujours dans l'atmosphère, et donc ils vont être absorbés par les différents composants terrestres, en fait. Donc nous, les animaux, les plantes, les sols, l'océan, on a dit la glace, etc. Et, euh, et ensuite, dans le temps, les isotopes du carbone 14, ils vont se décomposer en carbone 12, en fait. Donc, on va avoir cette fameuse relation, ok, avec la décroissance radioactive du carbone 14. Donc, on va avoir les isotopes pairs qui sont instables, donc du carbone 14, hein, les pairs, donc ceux originaux, qui vont se décomposer au fil du temps en isotopes fils de carbone 12. Et si on sait plus ou moins la quantité d'isotopes de carbone 14 à un moment donné, donc là sur la courbe à zéro en fait, hein, sur l'axe des X, si on revient et si on imagine que dans le temps en fait ça s'est décomposé, donc, on revient en arrière et on peut compter la proportion entre le carbone 14 et le carbone 12. Et comme on connaît le temps de décomposition du carbone 14 en carbone 12 ou du carbone 12 en carbone 14, et ben on peut donc calculer en fait l'âge en revenant en arrière. Ok. C'est en calculant la proportion de ces deux isotopes qu'on arrive à savoir depuis combien de temps en fait il est en train de se décomposer. Et ça marche pour tous les isotopes, en fait, hein, parce que à la base de la décomposition, c'est les rayons cosmiques du Soleil, en fait, qui sont à la base de la décomposition d'un isotope fils, d'un isotope père en isotope fils, ok? Et donc, ça marche avec n'importe quel élément radioactif, ok? Donc, pour les processus physico-chimiques, alors c'est sur le carbone 14, hein, évidemment, nous maintenant, on a trouvé des éléments qui sont plus fiables, comme le beryllium dans la glace, parce que c'est un élément qui permet de remonter beaucoup plus loin dans le temps et qui est aussi beaucoup plus stable et moins dépendant d'autres phénomènes, d'autres rétroactions avec d'autres composantes en surface, en fait. Voilà. Il y a toujours une incertitude, hein, les isotopes, ils réagissent aussi en fonction des conditions climatiques locales. Donc, il y a toujours une petite incertitude sur la datation. Mais ceci dit, sur les derniers 40 000 ans, la datation carbone 14, maintenant, elle est vraiment fiable, hein. On arrive à faire beaucoup de choses. Et maintenant, quand on lit les histoires un petit peu de l'Homo sapiens sur les derniers 40 000 ans, c'est très, très fiable, en fait. Mais si on veut plus de précision, eh ben, il faut utiliser des instruments isotopiques qui sont aussi plus précis, plus fiables. Donc, voilà. Bon, après, je suis désolée, c'est pas trop mon rayon, mais c'est plus ou moins comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, ben, dans la partie outils mathématiques, autres, disons, les équations de décomposition des isotopes, la modélisation, tout simplement mathématique du climat, donc de la circulation atmosphérique, de la circulation océanique, de la végétation, etc., du cycle du carbone. Donc, on reconstruit la Terre qu'on découpe en petits cubes, hein, qu'on appelle des mailles, en fait, des grilles, qui contiennent des pixels. Ces pixels, dans chaque pixel, en fait,
On va donner des conditions initiales parce que la plupart des modèles d'atmosphère et de l'océan, ils calculent l'évolution d'un état à partir d'un temps zéro jusqu'à un temps X qu'on lui aura donné, hein. Si on dit, bon, je sais pas, je vais laisser tourner le modèle pendant un siècle, ou pendant 1000 ans, par exemple, ou pendant 10 000 ans. Voilà, mais on part d'un instant zéro. Donc, tout ça, ça fait appel aux notions de équations différentielles. Et les équations différentielles nécessitent une condition de démarrage, ok, et une condition aux limites, quoi. C'est-à-dire quelles sont les conditions, est-ce qu'on est dans l'air, dans l'océan, est-ce qu'il y a des montagnes, est-ce qu'il y a de la végétation, voilà. En général, les conditions aux limites, elles ne n'évoluent pas dans le temps. Et par contre, les conditions de démarrage, elles vont évoluer dans le temps. Donc, ça va être la température de l'air, de l'eau, les vents, la vitesse des courants, voilà. Tout ça, c'est ce qu'on va faire évoluer dans les équations. Dans chaque pixel, on va résoudre les équations. Chaque équation va donner des résultats au bord des pixels qui vont être transmises aux cellules limitrophes. Et on va pouvoir reconstruire une évolution des vents, voilà, comme je disais, de l'eau, de la température, de la précipitation, comment bougent les tempêtes, etc. Donc, tout ça, c'est des modèles de climat actuels. Ils peuvent s'appliquer absolument au passé, parce que la physique dans le passé, elle ne change pas. Les principes de la physique restent les mêmes, au contraire, jusqu'à preuve du contraire. On est toujours dans un système newtonien, donc du coup, la physique, elle reste newtonienne. Et donc, du coup, ça nous permet de reconstruire le climat du passé avec les mêmes modèles qu'on utilise pour faire les projections du futur. Et c'est aussi le but. Le but, c'est d'avoir des modèles qui sont performants et qui sont capables de reproduire différents contextes climatiques dans le passé pour être sûr que si jamais on se projette dans un futur qui est un petit peu plus éloigné de l'état actuel, par exemple, eh ben, le modèle, il va nous donner des résultats fiables. Voilà. Donc, pour reconstruire le climat du passé, on combine donc la datation et l'interprétation des archives sédimentaires et glaciaires. Et ensuite, on utilise un modèle de climat mathématique qui va nous permettre de comparer et d'interpréter aussi tout simplement les archives, parce que bon, parfois, avoir un point en Amérique, un point en Afrique, moi, c'est pas suffisant. On a besoin de savoir dynamiquement ce qui se passe pour comprendre un peu si l'état actuel, c'est l'état du passé, de la période qu'on regarde, est semblable à l'actuel ou pas. Voilà. Et puis, ben, c'est pareil que pour les observations actuelles. Si on voit vraiment que le modèle il n'est pas capable de capturer ce qu'on regarde dans les archives, et ben, on essaye d'améliorer la physique pour pouvoir reproduire ce qu'on voit aussi dans les données du passé. Mais comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, les données du passé, elles se basent sur des proxys climatiques. Donc, ce n'est pas des observations directes, parce qu'évidemment, on n'est plus là pour les observer, mais c'est le résultat d'une concaténation, succession d'événements qui ont porté à la température localement. Donc après, on fait une série d'hypothèses pour le faire. Mais donc, mathématiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. On utilise un modèle de physique et on utilise des relations chimiques entre les différents éléments pour pouvoir les dater et comprendre leur évolution. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. Donc, ben voilà, donc je vous souhaite un joyeux Noël en règle générale. Et ben, j'attends votre prochaine série de questions auxquelles je répondrai probablement après Noël ou quand vous me l'enverrez. Voilà, à bientôt.